Bonjour et bienvenue donc à cette première conférence Credit Safe sur le thème de la conformité. Nous recevons aujourd'hui Catherine Ferriol pour nous présenter l'Agence française anticorruption et également l'actualisation des recommandations et les nouvelles recommandations qui ont été publiées donc, par l'agence au journal officiel le 12 janvier 2021. Alors, les nouvelles recommandations annulent et remplacent celles qui ont été publiées en 2017. Elles rentrent en vigueur immédiatement et donc dans le cadre de sa mission, notamment de contrôle, l'Agence française anticorruption se référera à ce nouveau texte à compter de juin 2021. Cette conférence dure environ 45 minutes, durant lesquelles, en fait, Catherine Ferriol abordera les changements des nouvelles recommandations et présentera les 3 nouveaux piliers qui encadrent les 8 mesures. Nous ferons un focus sur le pilier 1 et 2, à savoir la cartographie des risques et la gestion des risques, particulièrement l'évaluation de l'intégrité des tiers. Avant donc de commencer, quelques informations donc pratiques. Sachez que durant cette conférence, vos micros sont coupés. Vous avez la possibilité évidemment de poser vos questions dans le bouton, en vous servant du bouton Q&A. Et vous aurez également accès au replay qui vous sera donc adressé lors d'un courrier de remerciement avec la présentation de l'Agence française anticorruption. Alors, sans plus attendre, accueillons tout de suite Catherine Ferriol. Catherine, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Voilà, et puis présenter également donc l'Agence française anticorruption, son rôle et ses missions. Bonjour à tous, je suis Catherine Ferriol, je suis la chef du département de l'appui aux acteurs économiques. J'ai rejoint l'AFA dès sa création, c'est-à-dire que j'y suis depuis le 1er juillet 2017, donc j'ai pu voir l'installation de cette agence et le lancement de ses premières missions. Donc l'idée c'est de vous présenter, avant de parler des recommandations, rapidement, l'Agence française anticorruption. Un certain nombre d'entre vous doit la connaître. Donc, l'Agence française anticorruption, elle a été créée par la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Elle est venue compléter les autres organisations en matière d'intégrité qui avaient pu être mises en place en France au travers notamment de la HATVP et du PNF. L'AFA, c'est un service à compétence nationale qui a une double tutelle, qui est en effet placé auprès du ministère en charge de la justice et du ministère en charge du budget. Il vient remplacer le service central de prévention de la corruption. Cette agence, elle est inspirée de modèles étrangers, mais pour autant, elle ne présente pas moins une certaine originalité. D'abord parce qu'elle implique les acteurs publics et les soumet à un contrôle de l'AFA. Ensuite et surtout parce que le système français, la loi de 2016, elle soumet les acteurs économiques de grande taille, en dehors de tout contexte de poursuite et sous peine de sanctions administratives, à l'obligation de mettre en place un dispositif de conformité anticorruption sous le contrôle de l'agence. Donc, les entreprises aujourd'hui participent d'une certaine façon aux côtés des pouvoirs publics à la lutte contre la corruption. L'agence, elle a une mission qui, d'une façon générique, est unique. Elle a pour mission d'aider les acteurs publics et privés qui y sont confrontés à prévenir et détecter les faits d'atteinte à la probité. On insiste beaucoup sur ce point parce qu'il faut vraiment avoir en tête que l'AFA, elle n'intervient qu'à titre préventif et elle n'est pas une autorité judiciaire. Elle n'est pas chargée par la loi de rechercher, de constater les infractions pénales ou de poursuivre ses auteurs. Donc, assez rapidement, donc, nous sommes une petite agence, nous sommes une 50aine d'agents. Donc, l'agence est structurée autour de 2 grandes sous-directions, une en charge du contrôle et une en charge du conseil de l'analyse stratégique et des affaires internationales. Juste à titre informatif, aujourd'hui, les 2 tiers des agents sont au sein de la sous-direction du contrôle. C'est une agence qui accueille une pluralité d'agents en provenance soit de la fonction publique, soit du secteur privé.
Vous voyez apparaître aussi sur cette présentation de l'agence la commission des sanctions. On y reviendra peut-être à la suite un peu plus tard dans ce webinaire, mais vous voyez bien que la commission des sanctions, elle n'est pas rattachée à l'AFA, elle est indépendante de l'AFA. Donc c'est si l'agence contrôle, c'est la commission des sanctions qui sanctionne le cas échéant. Alors, merci. Oui, merci Kate. Un petit point rapide quand même sur les missions. Je me rends compte que peut-être mon slide n'était pas bien positionné, pardon. Juste, donc, au titre de nos missions, donc l'agence, cette mission d'aide, elle se décline en différents volets. D'abord, l'agence, elle est chargée de coordonner l'action administrative et de diffuser les informations utiles en matière d'anticorruption. Ça passe notamment par l'élaboration d'un plan pluriannuel de lutte contre la corruption, dont la première mouture a été diffusée et disponible sur notre site internet depuis janvier 2020. Par ailleurs, nous avons aussi un rôle d'analyse stratégique, ce qui explique que, par exemple, l'agence a lancé depuis 2 ans des enquêtes, dont une enquête à destination du secteur privé pour évaluer le niveau de maturité des dispositifs de conformité anticorruption. Nous avons également une mission de conseil. Cette mission de conseil, elle est destinée à l'ensemble des acteurs, publics et privés, quelle que soit leur taille et quel que soit leur chiffre d'affaires. On y reviendra très certainement, mais autant la mission de contrôle, et notamment des entreprises, s'adresse plus particulièrement aux grandes entreprises, autant notre mission de conseil s'adresse à tous. Cette mission de conseil, elle se décline en différentes composantes. La première, c'est que nous sommes chargés d'élaborer le référentiel français anticorruption. Donc, ça passe par l'élaboration des recommandations dont Diane a parlé. Donc, les premières recommandations publiées en 2017, les deuxièmes en 2021, mais aussi par l'élaboration d'un certain nombre de guides pratiques. Guides pratiques, thématiques. On en a déjà publié un sur la fonction conformité en entreprise, un autre sur les procédures d'évaluation dans les opérations de fusion ou acquisition. Il y en a aussi un autre sur le cycle de l'achat public et enfin un autre sur les cadeaux et invitations. Nous sommes en train d'en préparer d'autres, notamment un à destination des PME-ETI ou un autre encore sur les procédures de contrôle comptable. Deuxième composante de notre mission d'accompagnement, on organise un certain nombre, on participe à un certain nombre d'ateliers techniques à destination des entreprises, notamment par l'intermédiaire des fédérations professionnelles, où on va expliquer aux entreprises comment mettre en place une cartographie des risques ou comment mettre en place une procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers. On a aussi dans cette composante un grand nombre d'actions de sensibilisation, de formation auprès de partenaires divers et des actions de formation initiale et continue, par exemple auprès des universités. Dernière composante de cette mission d'accompagnement, nous faisons ce qu'on appelle de l'accompagnement individuel. Cet accompagnement individuel, il passe par la réponse à toutes les saisines qui nous sont posées sur notre site internet. On a une adresse générique afa@afa.gouv.fr. Si vous aussi, vous aviez des questions, notamment à l'issue de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser. On prend le temps d'y répondre dans des délais qu'on espère raisonnables. Et on accompagne aussi les entreprises en bilatéral sur tout ou partie de leur programme de conformité anticorruption. Alors, bien sûr, l'agence n'a pas la force de frappe d'accompagner toutes les entreprises, mais de toute façon, on les accompagne soit par l'intermédiaire de nos interventions d'actions de sensibilisation, soit par l'intermédiaire des saisines. Mais on prend le temps aussi d'accompagner les entreprises qui nous en font la demande, sous réserve que cela puisse aussi nous permettre d'enrichir le référentiel français anticorruption. Donc, voilà un peu pour cette mission de conseil. L'autre mission est certainement celle qui est la plus connue, c'est la mission de contrôle de l'agence. Donc, elle contrôle à la fois les acteurs économiques et les acteurs publics. S'agissant des acteurs économiques, donc elle va contrôler l'ensemble des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et qui ont plus de 500 salariés. Elle s'assure, c'est un contrôle qui peut être assimilé à une forme d'audit, que l'entreprise a mis en place les 8 mesures de l'article 17, donc code de conduite, carto, évaluation des tiers, etc., que ces dispositifs sont efficaces. Voilà, on reviendra peut-être un peu plus tard dans le webinaire sur ces contrôles. Sachez également, mais c'est un peu plus à la marge, que l'agence veille aussi à l'application de la loi de blocage, donc qui est une loi ancienne de 1978 qui interdit à toute entreprise de transmettre des informations stratégiques qui pourraient porter atteinte à la souveraineté économique de la France, à des autorités administratives ou judiciaires étrangères, dès lors que ces entreprises ont été sanctionnées par ces autorités et qu'elles sont placées sous monitoring.
Très bien. Merci Catherine. Donc, sans plus attendre, on va aussi procéder avec quelques questions pour animer donc, cette conférence. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les enjeux de l'anticorruption et ceux de la corruption? Alors, je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup d'enjeux de la corruption en tant que telle. Je vais me baser sur les enjeux de l'anticorruption et peut-être revenir d'abord sur les risques, en fait, les risques de différentes natures qui peuvent mettre en péril la bonne conduite des affaires d'une entreprise qui ferait face à des faits de corruption. D'abord, et ces risques, d'ailleurs, je précise qu'ils sont les mêmes pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre d'affaires, quel que soit leur nombre d'effectifs. On est sur des risques qui pèsent à la fois sur les petites entreprises et sur les grandes entreprises. Voilà. Si ce sont les grandes entreprises qui ont l'obligation légale de mettre un dispositif de conformité conformément à la loi Sapin, pour autant, il faut bien avoir en tête que ces risques sont les mêmes pour tous. D'abord, les risques, ce sont des risques de sanctions pénales. Sur cette slide, vous avez un rappel en fait des sanctions et des peines qui peuvent être prononcées à l'égard des personnes morales ou des personnes physiques. On est sur des peines qui vont d'1 million d'euros à 5 millions d'euros d'amende ou le double de produit de l'infraction. Et jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les personnes physiques. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi avoir en tête pour les entreprises qui ont un certain nombre d'activités à l'international, c'est que de plus en plus d'États incriminent des faits de corruption qui sont commis hors de leur territoire. On a des États qui ont des législations à ce qu'on appelle à portée extraterritoriale. C'est le cas notamment des États-Unis avec le FCPA ou encore de la Grande-Bretagne avec son UK Bribery Act. Par exemple, aux États-Unis, le FCPA, il concerne l'ensemble des actes de corruption commis par des entreprises ou des personnes américaines ou non, qui sont soit implantées aux États-Unis, soit simplement qui sont cotées en bourse sur le territoire américain ou qui participent d'une façon ou d'une autre au marché financier régulé aux États-Unis. Donc, par extension, le simple fait d'avoir établi une communication téléphonique ou envoyé un courriel qui aurait transité par les États-Unis, ça peut permettre l'application du FCPA. Donc, voilà, un risque de sanctions pénales, mais de poursuites aussi en France et à l'étranger. S'agissant des poursuites par les États-Unis, je pense que tout le monde a en tête un certain nombre de dossiers, donc je ne reviendrai pas forcément, mais on a ces dernières années vu Airbus, Total, Technip ou encore Alstom faire la une de la presse sur des gros dossiers suivis aux États-Unis. Au-delà de ces risques de sanctions, de peines, les conséquences du risque de corruption sur une entreprise, ils sont multiples. D'abord, la corruption, elle a un coût financier, humain et commercial élevé pour toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, je me répète, c'est important, et leurs effectifs, les grands groupes, les PME, les ETI. Encourent selon leur situation les mêmes risques. Ces risques, c'est l'exclusion des marchés publics, une perte de confiance des investisseurs et des consommateurs, une chute de leur valeur sur les marchés financiers, une dégradation de leur notation par les agences de notation. Une mise à l'index par certains clients qui procèdent à une évaluation de l'intégrité de leurs tiers. Donc, sur la slide suivante, on voit que les peines relatives à des faits de corruption et les incidents sont identiques, quelle que soit la taille de l'entreprise. Donc, avoir un dispositif, ça permet à l'entreprise de se prémunir d'actes de corruption qui seraient commis par des salariés, de protéger sa réputation et son activité économique. Par ailleurs, les grandes entreprises étant soumises à l'obligation d'évaluer l'intégrité de leurs tiers conformément à l'article 17 de la loi Sapin, le fait pour une entreprise, notamment pour une entreprise de plus petite taille, d'avoir déployé des mesures anticorruption dans son entreprise, ça lui permet d'avoir un avantage finalement concurrentiel par rapport à d'autres qui ne l'auraient pas mis en place. Également, on voit aujourd'hui que de plus en plus de fournisseurs de financement, des banques ou des investisseurs en capital, ils conditionnent l'accès au financement à des critères d'intégrité. Donc là, c'est pareil, le fait d'avoir déployé des mesures, ça peut permettre d'obtenir des financements plus rapidement.
Enfin, pour les sociétés qui sont actives à l'international et qui seraient mises en cause pour des faits de corruption, le fait d'avoir mis en place un dispositif de conformité anticorruption, ça peut être mis en avant en cas de poursuite, ça peut être un facteur atténuant pour le montant des amendes notamment. Merci Catherine. Donc, passons peut-être aussi alors aux nouvelles recommandations, à l'actualisation en fait des recommandations. Quel est l'esprit et comment sont-elles structurées maintenant et à qui s'adressent-elles en fait ces nouvelles recommandations? Qu'est-ce qui a changé au fond? Alors, déjà, ces recommandations, enfin, l'élaboration des recommandations, et je l'ai indiqué lorsque j'ai présenté la mission de l'agence, c'est une mission qui nous est confiée par la loi. Donc, on est chargé d'élaborer des recommandations. On est aussi chargé de les mettre à jour. En 2017, on a publié nos premières recommandations et il nous est apparu important en 2020 de procéder à leur actualisation à plusieurs égards. Déjà parce qu'on avait 3 ans d'expérience derrière nous de nos missions de contrôle et de nos missions de conseil. Donc, on a pu constater qu'un certain nombre d'éléments, de choses, de mesures qu'on avait pu écrire étaient manquées de précision, nécessitaient d'être complètes et n'étaient pas forcément bien comprises par nos lecteurs. Par ailleurs, les premières recommandations, elles concernaient les acteurs publics, mais dans une moindre mesure. Et donc, il nous paraissait important de pouvoir compléter les recommandations à destination de ces acteurs. Enfin, lorsqu'on a publié nos premières recommandations, on était assez attachés à suivre précisément la loi. Alors, on le fait toujours. Néanmoins, l'article 17, sur certains points, c'est pas qu'il est mal écrit, mais peut-être ce qui le manque, en fait, c'est la dimension un peu systémique du dispositif de conformité. Ainsi, par exemple, quand on lit l'article 17, ça commence par le code de conduite. On s'est aperçu que beaucoup d'entreprises, en fait, avaient essayé de cocher les cases une par une en les suivant dans leur ordre présenté par la loi. Or, un dispositif de conformité anticorruption, c'est quelque chose de systémique qui s'auto-alimente. Et la pierre angulaire, je vais y revenir, c'est la cartographie des risques de corruption. Donc, il était important pour nous de faire vraiment ressortir cette dimension systémique qui n'était pas véritablement mentionnée dans les recommandations précédentes. Ces recommandations, par ailleurs, dans leur esprit, notre objectif, c'était qu'elle s'adresse, de montrer que ces recommandations, elles s'adressent à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire qu'ils soient soumis aux obligations de la loi Sapin de mettre en place un dispositif ou bien qu'ils aient le souhait de le mettre en place. Voilà. C'est la raison pour laquelle ces recommandations, elles sont structurées en 3 grandes parties. On a une première partie avec des dispositions générales qui donnent les grands principes d'efficacité d'un dispositif de conformité anticorruption et qui s'adressent à l'ensemble des acteurs, publics et privés, et pour les privés, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre d'affaires, quel que soit le nombre d'effectifs. On a une deuxième partie qui s'adresse plus spécifiquement aux entreprises qui sont assujetties à l'article 17. Donc là, on est sur les recommandations de l'agence, sur la méthodologie que l'AFA estime efficace pour avoir un dispositif de qualité. Et on a une dernière partie dans ces recommandations qui s'adresse plus spécifiquement aux acteurs publics qui sont assujettis à l'article 3 de la loi Sapin. Ces recommandations, je reviens un petit peu en arrière, elles ont donné lieu en fait à une consultation publique. C'est la façon dont l'AFA fonctionne, c'est-à-dire qu'elle soumet ses productions à l'ensemble des acteurs parce qu'il est important aussi pour nous d'avoir des remontées du terrain. Ça ne veut pas dire qu'on prend en compte tout ce qui nous est remonté parce qu'on a une méthodologie, qu'on souhaite promouvoir auprès des entreprises et auprès des acteurs publics, mais c'est une vraie volonté d'associer les acteurs, qu'ils s'approprient aussi ce que l'AFA peut rédiger. Cette consultation publique, elle a eu lieu du 16 octobre au 16 novembre et elle a donné lieu à une quarantaine de contributions. Ça représente à peu près 1500 commentaires. Sur
Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que ces recommandations, même si elles sont publiées au journal officiel, elles ne créent pas d'obligation juridique. Alors bien sûr, comme l'AFA les rédige, l'AFA et les publie, l'AFA s'y réfère à la fois pour ses missions de conseil et pour ses missions de contrôle. Mais pas d'obligation juridique. Néanmoins, une entreprise qui suit les recommandations de l'AFA, elle aura une présomption simple de conformité en cas de contrôle, présomption qui reste simple, puisque l'AFA devra quand même s'assurer que ces mesures sont bien mises en place et sont efficaces. Après, les entreprises sont tout à fait libres de choisir une autre méthodologie. Néanmoins, en cas de doute lors d'un contrôle ou en cas de manquement que relèverait l'équipe de contrôle si l'entreprise fait l'objet d'un contrôle de la part de l'AFA, ça sera à l'entreprise de démontrer que la méthodologie qu'elle a choisie lui permet d'être conforme à la loi Sapin. Et là, je reviens maintenant sur cet esprit et sur d'un dispositif systémique. C'est vrai qu'on a choisi une nouvelle forme de présentation, même si ce n'est pas une révolution, c'est une évolution, mais que nous avions déjà l'habitude de décrire lors de nos actions de formation et de sensibilisation. C'est que pour nous, ce dispositif de conformité anticorruption, il repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'engagement de l'instance dirigeante. Sans une implication forte, personnelle de l'instance dirigeante, il est probable que le dispositif ne fonctionnera pas. Il faut que l'instance dirigeante s'implique, soit exemplaire, mais aussi donne les moyens humains et financiers pour pouvoir déployer le dispositif de conformité. Deuxième pilier, la pierre angulaire du dispositif, c'est la cartographie des risques. Sans cartographie des risques ou avec une cartographie des risques qui serait mal faite, l'ensemble du dispositif peut être bancal. Le troisième pilier, c'est celui relatif à la gestion, la maîtrise des risques, qui se décline lui-même en un volet prévention avec le code de conduite. Donc là, on retrouve les mesures de l'article 17, le code de conduite anticorruption, la formation des personnels les plus exposés, la sensibilisation des personnels, la procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers, une composante détection avec le dispositif d'alerte interne et les mesures de contrôle, donc les mesures de contrôle, les procédures de contrôle comptable anticorruption, mais également les contrôles internes de premier et deuxième et troisième niveau. Et enfin, une composante remédiation avec la définition des mesures correctives et le régime disciplinaire. Alors, ce qui est important aussi à noter dans ce schéma, c'est la flèche qui revient entre le pilier 3 et le pilier 1. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, on est vraiment sur une démarche systémique, en fait, d'un dispositif qui s'auto-alimente. Les mesures sont interconnectées les unes entre elles. Et ça, c'est peut-être une faiblesse relevée par les équipes de contrôle lors de ces contrôles précédents. C'est que trop souvent, des mesures sont mises en place, mais elles ne se parlent pas entre elles. C'est-à-dire qu'un dispositif d'alerte qui fait remonter une alerte sur un point, mais cette alerte n'est pas suivie d'effet ou n'est pas prise en compte pour améliorer la mesure de maîtrise des risques, ça ne sert pas à grand-chose. De même qu'un dysfonctionnement qui ressortirait des procédures de contrôle comptable. Donc, dès qu'il y a une alerte ou dès qu'il y a un dysfonctionnement qui ressort de contrôle de premier, deuxième ou troisième niveau, ça doit venir réalimenter la cartographie des risques, l'adapter pour prendre en compte les mesures correctives qui s'imposent. Voilà. Alors, merci Catherine pour cette première partie. Alors, comme on l'a annoncé, maintenant dans cette seconde partie, on va vous proposer de faire un focus sur le pilier 2 et le pilier 3. Nous retiendrons de cette première partie le côté systémique, les 3 piliers donc à mettre en place avec les 8 mesures. Donc, concernant la cartographie des risques, quels sont les objectifs et les caractéristiques? Parce que c'est vrai que c'est un point qui revient beaucoup. Comment la mettre en place, cette cartographie des risques, et que faut-il en fait recenser? Et aussi probablement, comment peut-on distinguer en fait et évaluer ce qu'on appelle les risques bruts et les risques nets? Oui, alors, la cartographie des risques, alors la méthodologie que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthodologie donc, qui est présentée dans
nos recommandations. J'apporte juste un point de précision, c'est que, comme je le disais, on a aussi comme souhait cette année de rédiger un guide pratique anticorruption à destination des PME-ETI, en gros à destination de toutes les entreprises qui sont sous les seuils de la loi Sapin. Et ce guide, il cherchera vraiment à s'adapter à la réalité de ces entreprises qui n'ont pas toujours les moyens humains, financiers, nécessaires, qui ne disposent pas forcément de l'expertise et qui ne sont pas structurés comme les grands groupes pour déployer, pour mettre en œuvre une méthodologie telle que décrite par les recommandations. Donc, je vous présente la méthodologie que l'AFA recommande pour les entreprises de l'article 17. Gardez en tête qu'on essaiera de les adapter. L'esprit des recommandations sera le même. On essaiera de les adapter et de les simplifier pour prendre en compte la réalité des PME, ETI. On a cet objectif pour l'année. On espère qu'on pourra le tenir. Donc, comme je le disais dans la présentation des piliers, la cartographie des risques, c'est la pierre angulaire de tout dispositif anticorruption. Si elle est mal faite, le dispositif, il va être bancal. Cette cartographie des risques, elle sert à prémunir, enfin, elle sert à protéger l'entreprise pour qu'elle puisse se prémunir contre des faits de corruption et de leurs conséquences juridiques, humaines, économiques et financières en termes d'image. On est sur une approche par les risques, on est sur une démarche qui est spécifique à chaque entreprise. Le profil de risque d'une entreprise étant dépendant lui-même d'un certain nombre de facteurs comme son activité, son implantation géographique, les tiers avec lesquels il interagit, sa gouvernance, etc. Chaque entreprise a des zones de risque différentes. Donc, c'est important pour nous de le répéter parce qu'on a pu le voir, il est inopérant de chercher à dupliquer une cartographie qui serait développée dans une entreprise à une autre, quand bien même elle interviendrait dans le même secteur d'activité. La démarche doit vraiment être spécifique, collée aux spécificités de l'entreprise. On est sur une démarche aussi qui part sur une analyse fine des processus. J'y reviendrai un peu plus tard, mais c'est un point important, c'est un point auquel l'AFA tient. Il est vrai qu'il a pu faire l'objet d'un certain nombre de commentaires lors de la consultation publique, mais pour nous, on a la conviction que c'est cette méthode qui va permettre de couvrir le plus possible les risques d'une entreprise, sachant qu'on parle d'une infraction qui est quand même le plus souvent dissimulée. Voilà. C'est enfin une démarche, la cartographie des risques, qui nécessite de bien définir les rôles et les responsabilités de chacun. Donc là, je le redis, mais j'en ai parlé sur le dispositif, la dimension systémique du dispositif et notamment de la cartographie. La cartographie, par l'analyse des risques, par l'analyse des processus, de ces processus qui la conduisent à interagir avec des tiers, ça va mettre un coup de projecteur sur les fragilités de l'entreprise et donc sur les mesures que doit mettre en œuvre l'instance dirigeante, des mesures qui doivent être proportionnées bien sûr et adaptées à ces enjeux. De ces mesures, l'entreprise doit en tirer tous les enseignements pertinents, elle doit tirer des enseignements de tous les dysfonctionnements pour ensuite les réinjecter dans l'analyse des risques. Donc, comme je le disais, trop souvent, les entreprises mettent en place des mesures qui ne se parlent pas suffisamment entre elles et ce qui explique que le dispositif de conformité anticorruption ne soit pas suffisamment efficace. La cartographie des risques pour l'AFA, dans la méthodologie qu'elle préconise, elle doit être complète, c'est-à-dire qu'elle doit couvrir l'ensemble des processus de l'entreprise, qu'ils soient opérationnels, managériaux ou support. Elle doit couvrir l'ensemble des risques spécifiques à chaque entreprise, on l'a dit, qui peuvent dépendre de ses activités, de son implantation géographique, de la réglementation auquel elle est soumise, des tiers avec qui elle interagit ou de son organisation. Et elle doit couvrir aussi tout le périmètre d'intervention de l'entreprise. Donc là, c'est plus un focus pour les groupes. Notre point, c'est que pour un groupe, il est important, il est même essentiel que la tête de groupe, elle ait connaissance de la cartographie de l'ensemble des filiales, de l'ensemble des entités qu'elle contrôle. La bonne pratique, ça peut être d'avoir une cartographie qui soit consolidée, agrégée, et au moins à minima, que la tête de groupe, elle ait communication des cartographies de ses filiales et qu'elle en assure le suivi.
Cette cartographie des risques, elle doit être, par ailleurs, elle doit être formalisée. Ce n'est pas un exercice oral qui ne laisse aucune trace. On doit formaliser la procédure que l'on retient pour son élaboration, et procédure qui doit inclure les responsabilités, les rôles de chacun. On doit formaliser la méthodologie qui est choisie par l'entreprise pour recenser, évaluer, hiérarchiser ces risques. Par ailleurs, cette cartographie doit être organisée, alors selon le choix de l'entreprise, par métier, par entité, par zone géographique. Cette cartographie doit être un outil de pilotage des risques et ça doit faciliter l'appréciation de la pertinence du dispositif par des entités extérieures, notamment en cas de contrôle par l'agence ou bien de poursuite par des autorités administratives ou judiciaires. Et enfin, cette cartographie, elle doit être évolutive, elle doit être mise à jour périodiquement. Alors, l'AFA ne définit pas une fréquence obligatoire de mise à jour de cette cartographie. C'est vraiment à l'entreprise de s'interroger. Je pense qu'il est assez raisonnable de se dire que la question doit être posée au moins une fois par an, sur cette pertinence de cette mise à jour, en s'interrogeant, est-ce que dans mon entreprise, il y a une opération d'acquisition majeure? Est-ce que quand on fait une opération de fusion-acquisition d'une autre société qui a un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros, à titre d'exemple, on peut légitimement s'interroger sur la pertinence de mise à jour de sa cartographie ou quand on a développé de nouveaux produits. Alors, autant l'exercice de carto initial est très lourd, autant l'exercice de mise à jour, lui, normalement, est plus léger que l'élaboration initiale. Donc, pour une présentation un peu générale, donc on est sur une analyse finalement qui est objective, structurée et documentée des risques auxquels l'entreprise est confrontée. Au final, on doit avoir une description des risques, de leur impact potentiel, leur probabilité d'occurrence, les éléments susceptibles de les accroître, ainsi que toutes les réponses qui ont déjà été apportées dans le cadre du dispositif de maîtrise des risques ou des mesures à apporter dans le cadre d'un plan d'action avec des mesures complémentaires. Alors, bien sûr, dans certaines entreprises, il existe déjà des outils de cartographie d'autres risques. Dans ce type de situation, il est bien sûr tout à fait opportun de capitaliser les démarches préexistantes, mais quand on capitalise, il faut bien faire attention à bien faire ressortir le risque de corruption. Passons maintenant à la méthodologie qui est décrite de l'AFA en 6 étapes. Donc, sur le qui fait quoi, la position de l'agence, c'est de dire que s'agissant de l'instance dirigeante, elle a un rôle clé à jouer dans la cartographie des risques de corruption. Elle doit promouvoir l'exercice. Alors, ça peut aller d'une petite note en interne, avertissant que l'exercice va être lancé, indiquant que le travail va être piloté par le responsable de la fonction conformité ou quelqu'un d'autre, qu'il va se tenir de telle date à telle date, qu'il est important d'y consacrer du temps parce que c'est un exercice important, etc. L'instance dirigeante, c'est aussi elle qui va valider la stratégie de gestion des risques qui est mise en œuvre sur son fondement et s'assurer du plan d'action retenu et de sa mise en œuvre. Par ailleurs, il est important que l'instance dirigeante, elle donne les moyens de faire cet exercice, ou en tout cas de donner les moyens que la cartographie offre la garantie raisonnable, qu'elle couvre bien tous les risques de corruption auxquels l'entreprise est exposée, sachant que, comme je disais, c'est un exercice, en tout cas l'élaboration initiale qui peut être long et qui peut durer de nombreux mois. S'agissant du responsable de la fonction de conformité, quand il existe, c'est vraiment lui le chef de projet, c'est lui qui va coordonner l'élaboration de la cartographie, c'est lui qui va l'établir, c'est lui qui va la communiquer à l'instance dirigeante. Les responsables processus, achats, juridiques, RH, ils vont concourir à l'exercice en faisant remonter les risques spécifiques à leur périmètre d'activité.
Le responsable risque, quand il existe, il peut utilement aussi concourir à l'exercice puisqu'il peut appuyer le responsable de la fonction conformité dans la définition de la méthodologie qui va être retenue pour identifier, évaluer et hiérarchiser les risques. Et enfin, il est important d'associer les personnels à cet exercice pour qu'ils puissent rendre compte des facteurs spécifiques aux fonctions qu'ils exercent, étant entendu que dans les personnels, on peut comprendre aussi les dirigeants, les administrateurs ou les gérants. Alors attention, on ne dit pas qu'il faut associer tous les personnels, c'est à charge pour l'entreprise de définir ceux qu'elle veut associer, mais voilà, il est important de choisir des personnels qui ont une bonne connaissance des processus, qui ont un certain niveau d'expertise et encore mieux quand ils ont aussi une bonne connaissance, une certaine ancienneté, une bonne connaissance du fonctionnement de l'entreprise. Étape 2, c'est le recensement des scénarios de risque. Donc, nous, on est vraiment sur une approche par les risques qui se base sur l'activité de l'entreprise. On est sur une méthode, donc, comme je disais, qui est fondée sur l'analyse fine des processus. On part des activités réelles de l'entreprise qu'on saucissonne ensuite en processus. Par exemple, pour une activité comme la vente, on va pouvoir distinguer le référencement d'un nouveau client, comment sont établis les devis, comment ça se passe pour la commande ou comment sont négociées les conditions annuelles. Il est important pour le recensement de ces scénarios de risque, d'avoir des échanges avec les personnels qui permettent de favoriser vraiment la libre expression. En effet, il n'est pas toujours évident en fait d'amener les personnels à s'interroger sur leur mission spontanément, à s'interroger sur ce qui pourrait se passer dans l'absolu. Donc, c'est vraiment important pour l'entreprise de trouver la méthode adaptée pour échanger sur les processus, sachant qu'il faut garder trace de tous ces entretiens. Il est important aussi pour nous de ne pas partir d'une liste de risques qui serait préétablie. Alors, ça peut être un support pour l'échange lors des entretiens, mais ça peut guider les entretiens. Mais si on se contente finalement de ce qui est connu, on risque de passer à côté du vrai risque de corruption qui, par définition, comme je le disais tout à l'heure, est souvent une infraction qui est dissimulée, qui est occulte. Pour guider ces entretiens, pour recenser les scénarios de risque, on va amener les personnes à s'interroger sur dans quel pays est exercée l'activité, est-ce que le processus comporte des opérations stratégiques, quelle est la nature des tiers, sachant que par exemple les intermédiaires commerciaux, c'est une catégorie de tiers qui est plus à risque, comment se fait le cycle de vente, quelle est la pression concurrentielle, quel est l'historique des incidents, comment sont rémunérés les commerciaux. Enfin, voilà, toute une liste de questions qui permettent de guider les entretiens, qui permettent de favoriser la libre expression pour définir les scénarios de risque donc, qui pourraient se produire dans l'absolu. Ce qui va permettre ensuite, pour l'étape 3, d'évaluer les risques bruts. C'est-à-dire, en fait, on va essayer de donner un poids au risque. On va essayer d'évaluer le niveau de vulnérabilité de l'entreprise pour chaque scénario de risque en s'interrogeant sur quel impact aurait ce risque sur la réputation de mon entreprise, sur mon activité économique, quels sont les risques juridiques, est-ce que ce risque, il a des chances qu'il se produisent souvent, peu souvent, régulièrement, donc on est sur la probabilité d'occurrence, et enfin, est-ce qu'il y a des facteurs aggravants? Ces facteurs aggravants sont importants à prendre en compte parce que un même processus n'a pas forcément le même niveau de risque selon le pays dans lequel il est mis en place. Donc, là aussi, c'est important d'écrire la méthode qui est retenue, la façon dont l'entreprise a raisonné. Donc, voilà. Après cette étape, on a nos risques bruts et on peut passer à l'étape 4 qui est l'évaluation des risques nets. Donc, comme vous voyez sur le slide, on part des risques bruts et maintenant, on va recenser les mesures de maîtrise de risque qui existent déjà.
Ces mesures, d'ailleurs, elles peuvent utilement avoir été répertoriées à l'occasion des entretiens, des ateliers avec les personnels. Donc, ça peut passer. Est-ce qu'on a une procédure cadeau? Est-ce qu'il y a déjà une procédure cadeau et invitation qui interdit les cadeaux et invitations au-delà d'un certain montant? Est-ce qu'il y a déjà une procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers? Est-ce que l'entreprise a fait le choix de ne travailler qu'avec des tiers peu risqués? Donc, on va recenser ces mesures et en lien avec les responsables des fonctions et ou responsables audit, on va évaluer aussi l'efficacité de ces mesures. Une fois qu'on a recensé ces mesures et qu'on a regardé si elles étaient efficaces, bien mises en œuvre et contrôlées, on va pouvoir avoir nos risques nets et passer à l'élaboration du plan d'action après avoir classé, hiérarchisé ces risques nets. Donc, est-ce que l'entreprise va déterminer est-ce que son risque net est jugé acceptable? Est-ce que les mesures de maîtrise des risques qui sont d'ores et déjà développées par l'entreprise sont suffisantes? Oui ou non? Si c'est non et qu'il ressort de cet exercice que le risque net doit être mieux maîtrisé, alors l'entreprise, il est recommandé qu'elle élabore un plan d'action sur ce qui doit être mis en place, par qui, dans quel délai, le cas échéant, assorti d'un budget, si ça coûte de l'argent. Et ce plan d'action doit être présenté, validé par le dirigeant et, s'il existe aussi, présenté au conseil d'administration pour lui permettre de s'assurer que l'entreprise est bien conforme à la loi. Sur la dernière étape, sur l'archivage, on y revient assez souvent, mais comme je le disais tout à l'heure, sur la nécessité de formaliser la procédure, il faut garder trace en fait de toutes les différentes étapes et de tous les différents supports qui ont servi à l'entreprise à bâtir sa cartographie des risques de corruption, que ce soit la trace des échanges avec les personnels, la méthode de calcul des risques bruts, des risques nets, des risques résiduels, les méthodes retenues pour classer les risques, etc. Voilà un peu pour Voilà. la présentation de la cartographie des risques telle qu'elle ressort des nouvelles recommandations, sachant que, une fois de plus, il n'y a pas eu de révolution par rapport à l'exercice précédent des recommandations, mais un certain nombre de précisions, d'ajouts, d'illustrations, notamment sur les ateliers à organiser avec les entretiens avec les personnels. Alors, merci Catherine pour cet éclairage sur la cartographie des risques, hein, qui, on le rappelle, c'est le pilier numéro 2. Et justement, maintenant, le pilier numéro 3, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour accompagner en fait les entreprises, enfin surtout expliquer aux entreprises comment elles doivent mettre en place justement le pilier numéro 3 qui est la gestion des risques et notamment l'évaluation de l'intégrité des tiers? Alors, oui, bien sûr. Alors, je ne vais pas revenir sur l'intégralité des mesures, des mesures du pilier 3, des mesures de gestion des risques, mais concentrerai mon propos sur un point qui intéresse, de ce que j'ai pu comprendre, particulièrement les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, qui est la procédure de l'évaluation de l'intégrité des tiers. Donc, là aussi, je présenterai la méthodologie qui est faite dans le cadre de la deuxième partie des recommandations à destination des entreprises qui sont assujetties à l'article 17, même si cette procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers, c'est quelque chose que nous, on recommande à l'ensemble des entités, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre d'affaires, quels que soient leurs effectifs. Donc, l'agence a apporté des précisions sur qui doit être évalué. Donc, la loi et l'article 17 de la loi Sapin précise que l'évaluation des tiers, elle est obligatoire s'agissant des clients, des fournisseurs de premier rang et des intermédiaires. Mais dans ces recommandations, l'AFA a ajouté un conseil, une bonne pratique, qui est en fait d'évaluer finalement tous les catégories de tiers avec lesquelles l'entreprise est en relation et qui peuvent avoir un impact sur son activité quotidienne, notamment les sites de fusion-acquisition, les bénéficiaires de mécénat et de sponsoring. Il s'agit de faire cette évaluation quand on va
quand on va ou quand on est en relation avec un tiers pour décider, pour permettre de décider si on continue à travailler avec ce tiers ou bien si on met un terme à la relation. Alors, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont déjà des procédures d'évaluation de l'intégrité de leurs tiers, notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Et qui peuvent choisir de faire un dispositif unique. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Ça peut permettre de rationaliser l'exercice. Toutefois, il faut bien avoir en tête que quand on choisit d'avoir un dispositif unique, il faut bien faire ressortir le risque spécifique de corruption parce que nous sommes quand même sur deux démarches qui sont distinctes. D'accord. Sur un peu la procédure en tant que telle, celle qui est préconisée par l'Agence française anticorruption, nous, ce qu'on recommande, c'est de recenser tous les tiers. Donc, et la première étape pour l'entreprise, c'est de recenser tous ces tiers, puis de les classer par groupe de tiers présentant des profils de risque comparables. Ce classement, il se fait utilement sur le fondement de la cartographie des risques de corruption. Pour les groupes de tiers qui ne seraient peu ou peu risqués, il est tout à fait envisageable, et l'AFA l'a écrit, et c'est là une vraie nouveauté aussi par rapport aux recommandations précédentes, il est possible pour l'entreprise de faire le choix de ne pas les évaluer ou alors de faire une évaluation simplifiée. Voilà, ça s'adresse notamment, et c'est une question qui nous était souvent posée, lorsque, par exemple, le client, c'est le consommateur de la grande distribution. On ne va pas évaluer l'ensemble des consommateurs qui passent en caisse. En revanche, pour les groupes de tiers qui présentent un risque moyen ou un risque fort, alors là, l'entreprise devra faire le choix d'avoir une évaluation plus approfondie. Ce qu'il faut aussi bien avoir en tête, c'est que même s'il y a un classement par groupe de tiers avec des profils de risque similaires, l'évaluation, elle est bien individuelle. Chaque tiers est évalué individuellement, puisqu'on est sur une procédure qui cherche à apprécier le risque spécifique qui est induit par la relation entretenue ou qu'il est envisagé d'entretenir avec le tiers. Et du coup, c'est ce qui permet d'expliquer que parfois, un tiers qui appartient dans une catégorie orange, moyennement risqué, peut finalement ressortir comme étant un tiers à risque, devront faire plus risqué, devront faire l'objet d'une évaluation plus approfondie. Alors, une base de données interne dédiée aux tiers peut utilement être en place par l'entreprise, celle-ci devant être sécurisée, bien évidemment, et conforme à la réglementation, notamment en matière de protection des données personnelles. À la fin, on considère que 3 niveaux d'acteurs peuvent utilement participer à l'évaluation. Cette évaluation, elle ne doit pas intégralement être faite par le responsable de conformité anticorruption, mais le personnel en charge. On a d'abord le personnel en charge des évaluations, collecte des informations et documents utiles à l'évaluation. Donc, quand on parle de collecte d'informations, on vise toutes les listes internes à l'entreprise, toutes les données en source ouverte, mais aussi les questionnaires qui peuvent être directement adressés aux tiers pour savoir si notamment ils ont mis en place des mesures de conformité anticorruption. Ce personnel, il émet une première appréciation qui peut valoir autorisation pour les cas les moins risqués. Deuxième niveau, le responsable de la conformité anticorruption qui apporte son expertise, notamment sur les cas les plus risqués. Et troisième niveau, l'instance dirigeante qui décide pour les cas les plus à risque. Bien sûr, il est possible d'avoir recours à des prestataires extérieurs pour cette procédure d'évaluation de l'intégrité des tiers, parce que souvent, il peut être compliqué de recueillir, de collecter des informations. Néanmoins, ce qu'il faut vraiment avoir en tête lorsqu'on a recours à un prestataire, c'est que au-delà de la nécessité de bien les mettre en concurrence, de s'assurer aussi, alors pour des raisons d'intelligence économique, du lieu de stockage des données, il faut garder en tête que c'est l'entreprise qui reste seule responsable de la qualité et de la pertinence des évaluations qui sont réalisées par son compte. C'est elle qui décide des suites à donner ou non sur la relation avec un tiers.
Donc, en règle générale, on a un premier niveau d'information qui est un peu les informations de base qui sont récoltées visuellement par les entreprises sur l'identité du tiers, son nom, son activité, sa raison sociale, le nom des actionnaires, la sensibilité du secteur d'activité, l'expertise, la présence ou non d'un dispositif de conformité anticorruption chez le tiers. Et puis, après, pour apprécier le niveau de risque, on va regarder les facteurs de risque. Alors, les facteurs de risque qui vous sont présentés sur ce slide, ils ont été enrichis en 2021 par rapport à ceux qui avaient pu être mis dans nos recommandations précédentes. On peut distinguer à gauche les facteurs de risque qui sont inhérents au tiers, à sa nature, à ce que c'est un intermédiaire commercial, dans quel pays il est, mais aussi son aptitude, cette diligence à fournir des informations qui peuvent lui être demandées, et regarder notamment le fait que ça soit peut constituer un facteur de risque, le fait que le tiers soit recommandé, voire imposé par un client. Et puis, à droite du slide, on a les facteurs de risque qui tiennent à la relation avec le tiers. Donc là, on va regarder si on a une relation d'affaires de longue durée ou à forte valeur. On va regarder le niveau de dépendance économique. On va regarder la cohérence de la rémunération par rapport à la prestation effective. Donc, une fois qu'on a récolté, donc évalué le niveau de risque du tiers, qu'on a les résultats de l'évaluation, on a plusieurs situations possibles. Soit le tiers ne présente pas un risque trop important et donc on va approuver la relation avec ou sans réserve, soit on va décider de reporter la prise de décision, notamment parce que le tiers nécessite de faire des évaluations complémentaires, soit on va décider de mettre un terme à la relation ou bien de ne pas l'engager. Attention, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que le fait qu'il y ait des facteurs de risque, le fait que le tiers soit risqué ou le fait que le tiers ait été pris pour des faits de corruption il y a 10 ans, ça n'interdit pas la relation. Mais ça va obliger l'entreprise à avoir un niveau de vigilance accru et à prendre des mesures de vigilance appropriées pour prévenir le risque. Donc, ces mesures de vigilance, ça peut être le fait de communiquer le code de conduite au tiers, ça peut être de sensibiliser les tiers au risque de corruption, ça peut être le fait d'exiger par voie contractuelle le tiers à s'engager à respecter le code de conduite anticorruption de l'entreprise, et ça peut être aussi le fait d'inciter son tiers à vérifier l'intégrité de ses sous-traitants. Cette relation, elle doit être suivie. On doit pouvoir reconduire de façon périodique l'évaluation et encore plus pour les tiers les plus risqués et notamment en cas de changement significatif intervenant chez un tiers, comme par exemple une restructuration ou l'acquisition d'une autre entité. Dernier point qui était un point sur lequel les entreprises avaient besoin d'un éclairage particulier, c'est la durée de conservation des données dans le cadre de l'alerte. Elle est de 5 ans après la cessation de la relation d'affaires. C'est une donnée qui a été confirmée par la CNIL. Très bien, oui. Donc, 5 ans après la cessation de la relation. D'accord. Donc, merci Catherine pour cet éclairage sur les modalités d'évaluation de l'intégrité des tiers. Peut-être pour terminer, un point sur justement la partie contrôle et donc sanction, cet organe en fait qui, visiblement, comme vous l'avez annoncé au début de ce webinaire, est détaché de l'Agence française anticorruption. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être 2 mots sur cette partie-là? Et puis, j'ai vu que nous avons quelques petites questions qui sont arrivées aussi sur le chat pour finir cette rencontre. Est-ce que vous avez un petit peu de temps encore, parce que je sais que nous avons un peu dépassé l'heure. Oui, pardon. Alors, sur les contrôles, alors peut-être rapidement. On distingue en fait différentes catégories de contrôle des entreprises. D'abord, ce qu'on appelle les contrôles d'initiative, donc qui sont lancés sur le fondement des articles 3 et 17 de la loi Sapin, donc des contrôles des entreprises de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et de 500 salariés, donc entreprises qui sont tenues de mettre en place un dispositif de conformité anticorruption. Donc ça, c'est les contrôles d'initiative qui sont à l'initiative du directeur, qui ne peut
recevoir d'instructions de personne. Deuxième catégorie de contrôle, les contrôles d'exécution de sanctions administratives. On y reviendra, mais lorsque la commission des sanctions sanctionne une entreprise, elle peut enjoindre l'entreprise à mettre en place un dispositif de conformité anticorruption. Dans cette hypothèse-là, cette injonction, elle se fait sous le contrôle de l'Agence française anticorruption. La dernière forme de contrôle, on vise les contrôles d'exécution de mesures judiciaires. La loi Sapin 2, je ne sais pas si vous le savez, mais a introduit de nouveaux dispositifs. Le premier, c'est une peine complémentaire, donc une peine qu'on appelle le PPMC, peine de programme de mise en conformité, qui est donc l'obligation pour une entreprise qui serait sanctionnée pour des faits de corruption de déployer un dispositif de conformité anticorruption. Et cette obligation, elle se fait sous le contrôle de l'AFA pour une durée maximum de 5 ans. Donc ça, c'est la PPMC. Deuxième dispositif introduit par la loi Sapin, c'est la convention judiciaire d'intérêt public. Donc, il y a un nouveau mécanisme transactionnel qui permet au procureur de la République, de proposer à des personnes morales, publiques ou privées, lorsqu'elles sont mises en cause pour des faits de corruption, mais aussi de blanchiment ou de fraude fiscale, de conclure une convention dont l'exécution aura pour effet d'éteindre l'action publique. Et cette convention, qui est dans les obligations qui sont comprises dans cette convention, il peut y avoir l'obligation pour la personne morale de mettre en place un dispositif de conformité anticorruption. Et là aussi, ça se fait sous le contrôle de l'AFA pour une durée qui ne peut pas excéder 3 ans. Sur les contrôles d'initiative, rapidement, puisque vous m'interrogez sur la nature de ces contrôles, leur déroulé et puis l'issue de ces contrôles, on est sur un contrôle, et je le disais quand je présentais les missions de l'agence, qui s'assimile à une forme d'audit externe du dispositif de conformité par les équipes, puisqu'elles viennent évaluer l'existence, l'efficacité, l'adéquation des 8 mesures de la loi Sapin, et que ces contrôles, ils peuvent donner lieu à des observations et, le cas échéant, à des recommandations pour aider l'entreprise à améliorer son dispositif. Donc, voilà, on est sur un contrôle qui comporte différentes phases, et notamment un contrôle sur place et un contrôle sur pièce, et un contrôle sur place, étant entendu qu'on n'est pas sur des contrôles inopinés où l'entreprise verrait débarquer l'agence du jour au lendemain sans être prévenue. L'entreprise est prévenue de l'ouverture d'un contrôle en amont du contrôle sur pièce, mais également en amont du contrôle sur place, et l'agence indique à quelle date elle va venir dans les locaux de l'entreprise pour faire son contrôle. On est aussi sur un contrôle qui prévoit une phase contradictoire, puisque l'élaboration du rapport de contrôle, il est soumis aux entités contrôlées qui ont 2 mois pour réagir. Ensuite du contrôle, en fait, il y a différents cas de figure. Soit l'entreprise est conforme à la loi, il n'y a pas de manquement, auquel cas le directeur adresse un simple courrier à l'entreprise, éventuellement sortie d'observations et de recommandations pour améliorer les procédures de l'entreprise. Soit il y a manquement, et là, on a 2 situations. Soit le directeur adresse une lettre d'avertissement à l'entreprise et lui demande de mettre en œuvre en fait les recommandations ensuite du rapport de contrôle, et il précise à l'entreprise que il reviendra, en fait, il y a des contrôles de suite, il reviendra voir, en général 1 an après, si l'entreprise a bien mis en place les recommandations qu'il lui avait formulées. En cas de persistance des manquements ou d'apparition de nouveaux manquements, alors le directeur pourrait saisir la commission des sanctions. Deuxième hypothèse, à l'issue d'un contrôle en cas de manquement grave, le directeur peut saisir la commission des sanctions. Donc, la commission des sanctions, comme je vous le disais en présentation de l'agence, c'est quelque chose qui est indépendant, qui n'est pas relié à l'agence. Ce n'est pas l'agence qui sanctionne, c'est la commission des sanctions. Cette commission des sanctions, elle est composée de 6 membres issus du Conseil d'État, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes. Donc, la commission des sanctions, elle est saisie par le directeur, elle examine le dossier et elle peut enjoindre la société d'adapter ses procédures de conformité interne
selon des recommandations qu'elle leur adresse, sous le contrôle de l'AFA et pour une durée qui ne peut pas dépasser 3 ans. Elle peut prononcer une sanction d'un montant qui ne peut pas être supérieur à 200 000 euros pour les personnes physiques et qui ne peut pas être supérieur à 1 million d'euros pour les personnes morales. Et elle peut ordonner la diffusion ou l'affichage de la décision. Voilà. Pour information, cette commission des sanctions, elle a été saisie depuis la création de l'agence 2 fois et elle s'est prononcée une fois en 2019 et une fois en 2020. Dans la décision de 2020, alors il n'y a pas eu de sanction à ce stade pécuniaire, mais dans la sanction de 2020, elle a enjoint l'entreprise de se mettre en conformité s'agissant de ce code de conduite et de ses procédures de contrôle comptable. Si ces décisions vous intéressent, elles sont disponibles sur le site internet de l'agence. Oui, merci Catherine. Effectivement, on va rappeler toutes les adresses sur lesquelles vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, je vois qu'on a reçu quand même pas mal de questions dans le chat. Avons-nous encore quelques minutes, Catherine, pour répondre à quelques questions, selon vous? Parce que vraiment, là, j'admets, nous avons, mais comme c'est très intéressant et nous avons encore une belle audience, donc je vous pose la question. Alors, moi, ce que je vous propose, après, ça dépend du temps qui nous reste, c'est qu'on peut en prendre 2 ou 3 et que vous nous adressiez ensuite l'ensemble des questions qui auraient été posées dans le cadre de ce webinaire et qu'on voit par quels moyens on pourrait y répondre pour que chacun puisse y trouver son compte. Ben, c'est parfait, merci Catherine. Oui, très bien, on pourra le faire. On pourra extraire les questions. Donc, alors, je vais prendre les dernières qui sont arrivées parce que vraiment, il y en a quand même pas mal qui sont venues. Alors, la dernière, c'est la commission des sanctions ne comporte que de hauts fonctionnaires. Pourquoi pas des dirigeants d'entreprises privées? Bon, alors, vous. Oui, c'est une question intéressante. Enfin, déjà, la vraie question qui se poserait si on recrutait des dirigeants d'entreprises privées, c'est déjà comme des questions en termes de conflit d'intérêts qui pourraient se poser. Pourquoi choisir tel dirigeant d'une entreprise et pas d'autres? Alors, bien évidemment, ce que moi j'entends derrière cette question, c'est que un dirigeant d'une entreprise, il a peut-être une vision un peu plus précise de la façon dont se passent les choses au sein d'une entreprise. Et il y a cette crainte de beaucoup d'acteurs de dire, mais parfois, en fait, il y a des connexions en fait, entre la vision administrative et la vision entreprise. Et c'est vrai qu'on est sur une matière ultra technique. Néanmoins, on est en matière de sanctions administratives, on est sur une sanction administrative. Donc, il est inenvisageable que des sanctions de nature administrative puissent être prononcées par des personnes qui seraient issues du secteur privé. Enfin, on reste dans une compétence de droit public qui doit être gérée par les règles du droit public. Très bien, merci Catherine. Pourrions-nous imaginer que si une entreprise est déclarée conforme suite à un contrôle, cette information soit rendue publique? Alors, l'entreprise, elle est libre de communiquer comme elle le souhaite sur les suites d'un contrôle. Nous, on ne s'y oppose pas. Après, il faut quand même aussi avoir en tête que le contrôle, il va évaluer la qualité et l'efficacité du dispositif à un instant T. Rien ne dit que 10 ans après, ce dispositif peut évoluer. Mais bien sûr, l'entreprise est libre de communiquer sur les suites du contrôle. Les entreprises parlent beaucoup entre elles. Nous, on constate au quotidien sur les contrôles de l'agence. Elle peut, si elle le souhaite, elle peut s'en prévaloir. Merci. Encore une question, alors là c'est pour repréciser, mais quels sont les seuils, nombre de salariés, chiffre d'affaires des entreprises concernées, ont-ils été modifiés par la loi Sapin 2? On avait rappelé en début. Alors, c'est la loi Sapin qui fixe qui fixe les seuils. Il n'y a pas eu de modification de la loi Sapin depuis 2016 et les recommandations, une fois de plus, même si elles sont publiées au JO, elles n'ont pas de
comment dire, enfin, il n'y a pas une portée juridique contraignante. Ce n'est pas l'agence qui va modifier seule ces seuils-là. Ils ne pourraient être modifiés que par une nouvelle loi. Les seuils, c'est un chiffre d'affaires supérieur à 100 millions d'euros et nombre d'effectifs supérieur à 500. C'est cumulatif. D'accord. Oui, c'est bien « et ». C'est vrai que c'est important de le rappeler. Alors, je vois que vraiment, on a beaucoup de questions. Peut-être, effectivement, comme l'a proposé Catherine, nous allons donc extraire les questions du chat. Et donc, Catherine pourra y répondre. Et lors de l'email de remerciement, on pourra adresser effectivement les réponses qui seront associées à ces questions. Est-ce que je vois qu'il est quand même déjà peut-être 36? Je ne voudrais pas abuser de votre temps, Catherine. On a beaucoup dépassé, mais c'était très passionnant. Avez-vous peut-être un mot à rajouter pour la fin? En tout cas, un grand merci pour ces éclairages. C'était très important pour l'audience et pour nos clients de bien comprendre en fait ce qui était attendu. Je sais qu'il y avait énormément de questions autour de la cartographie des risques et surtout autour de ce qui est attendu dans l'évaluation de l'intégrité des tiers. Merci, c'était très clair. Voilà. Donc, peut-être pour finir, merci de cette invitation. Important pour moi de repréciser, c'est vrai que l'agence est peut-être trop connue, entre guillemets, pour ses missions de contrôle. L'agence est perçue comme un régulateur et peut faire peur à certaines entreprises, mais faut vraiment, un message que je passerai, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête que l'agence elle est là pour aussi accompagner les entreprises, quelles que soient leurs activités, quelle que soit leur taille, et qu'il ne faut surtout pas hésiter à nous saisir, notamment en utilisant l'adresse générique pour nous poser les questions. Enfin, on est là pour aider les entreprises, pour les aider à se protéger, à se prémunir contre les risques de corruption. Et donc, on reste vraiment disponible pour apporter un support méthodologique et ou juridique pour toutes les entreprises qui se poseraient des questions sur le déploiement de mesures anticorruption. Bien, écoutez, merci Catherine. Merci pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que nous ne manquerons pas de tenir informés nos clients sur l'évolution, enfin sur les projets que vous avez évoqués, notamment sur les entreprises qui sont en dessous du seuil. Ouais. Voilà. Ouais. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vous souhaite une belle journée. Et puis, on vous adresse donc un mail de remerciement. On ne manquera pas de rappeler les adresses également et le lien qui vous permettrait de rentrer en contact avec l'Agence française anticorruption. Merci Catherine pour cet éclairage. Merci et bonne journée à vous tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.